Bienvenue chez nous. Petite question, qui est proche de l'UX design dans son métier de tous les jours? Levez la main ceux qui sont dans le métier. Ça fait 50%. Okay. On pourra peut-être du coup ajuster au fur et à mesure de nos discours s'il y a des besoins sur les questions. Allons-y. Donc on a fait cette présentation, Jean et moi, spécialement pour vous, c'est pas un truc qu'on recycle, c'est vraiment que pour aujourd'hui qu'on présente. D'habitude on parle de plein de sujets différents à l'agence, on fait des digital breakfast qui sont des meetings un peu comme ça sur plein de thématiques marketing. Là c'est très métier, donc c'est un peu nouveau. Donc voilà, on va vous partager ce qu'on sait et ce qu'on a appris. Par exemple que ça ne marche pas, on vient d'apprendre. Hop. Il y avait même. Ouais. Donc, il faut juste revenir sur Chrome. Tac. C'est bon. Donc, de quoi on va parler? On va parler de nous deux. De l'agence, de l'UX, la créativité, comment on fait ce rôle entre les deux, et de process optimisation. Donc, qui on est? Donc, moi, je suis Olivier Coulon, je suis associé à l'agence, je suis directeur de création. Je ne suis pas passé tout de suite par ça, mais j'en dirai un peu plus après. J'ai des cheveux blancs. Et Jean, du coup, je vais te présenter. Donc, je m'appelle Jean Leduc, je suis UX designer chez Nice to Meet You. Je suis arrivé en février, à peu près en stage, et je suis embauché depuis septembre. Donc voilà, je suis un peu padawan, en quelque sorte. Ouais, c'est une jeune recrue. Et vous allez voir, cette dynamique qu'on a entre nous, elle est super intéressante par rapport à la culture UX. On va y venir justement après. Donc, quelques mots sur l'agence très rapidement. Donc, Nice to Meet You, stratégie et expérience digitale. Notre nouvelle baseline, c'est Stop Making No, Start Making Sense. Ça parlera d'autant plus aux UX designers. On va parler d'expérience, de stratégie, de marque. On est principalement sur des marques commerciales. Tous les enjeux digitaux. Donc, c'est globalement de la stratégie, de l'engagement des contenus, du design à tous les niveaux sur le digital, la partie code qu'on a aussi intégrée et la partie engage qui est social media. À l'origine, Nice to Meet You, il y a 7 ou 8 ans, je me souviens jamais. Christelle 2009 okay. 8 ans, ok. 8 ans, était une agence social media, ils étaient 3, et aujourd'hui on est une quinzaine. Je regarde Christelle encore, on est bien 15, 16, ok. Je suis associé, je vous assure, c'est ça. On est donc principalement basé à Lille, on a aussi une antenne à... Saigon. Je te teste. Je vais participer à la salle, c'est nouveau. À Saigon, on a donc un salarié qui est là-bas et qui fait la partie front-end. Et tout le reste de l'agence est ici. Que fait-on? Surtout sur la partie UX design, je ne veux pas toute la presse de l'agence. Sur la partie UX design, on fait de la régie UX, on envoie des UX designers parfois chez les clients. La recherche utilisateur selon les projets. Des sprint design de plusieurs jours selon les projets, pareil. Par exemple, une application qu'on avait refait en entier pour Hyper, un acteur de la région, qui fait la livraison de courses à domicile. Du design d'interaction et ce qu'on appelle les design breaks, ce sont des petits moments de design pour la team design tous les jours. Où en fait, on se réunit, on essaie de le maintenir le plus possible. Et on commence à avoir des petits prix, des petites distinctions, et c'est assez chouette. Quelques clients, beaucoup de retail, pas mal de clients de la région. Nos clients les plus symboliques, on va parler de Domio, c'est qui on travaille beaucoup en ce moment. Shiseido, avec qui on a beaucoup travaillé. Paul pour la partie social media. Donc voilà, c'est assez large sur nos types de clientèle. B2B, B2C. Ok, rentrons dans le vif du sujet, allons-y. Alors, l'UX, c'est quoi l'UX? On touche une définition à chaque fois. Tu l'as un petit peu dit, la tienne sur la créativité. J'en ai pris une qui me parle à moi. Le ressenti émotionnel d'un utilisateur face à une interface, un objet ou un service. J'aime bien ça parce qu'on parle de ressenti émotionnel. Moi, c'est une définition qui me va bien, dans le sens où là, vous êtes assis sur une chaise, vous avez peut-être chaud, froid, etc. Vous êtes en train de vivre une expérience utilisateur. C'est pas du tout lié à un téléphone que vous avez dans les mains, c'est que vous vivez quelque chose là tout de suite. Donc moi ça me va bien, alors c'est évidemment vrai pour nos métiers d'interface, c'est des mots qu'on utilise au quotidien, mais pour moi il a une résonance qui est un peu plus large. J'aime bien cette métaphore-là de la poignée de porte. Aborder une interface, c'est, voilà, j'ai un truc vide, voilà, j'ai ça, est-ce que ça c'est une porte? Je sais pas. Si on met une poignée, peut-être c'est une porte. Et l'essence qu'on en retire, c'est le coup lié à ça. Donc on découvre un peu les interfaces en les faisant, et on a la promesse d'une expérience utilisateur qui est liée à ce qu'on voit déjà, sans l'avoir encore manipulé. Et là, ce qu'on ne voit pas et qu'on peut imaginer, c'est les odeurs, c'est la lumière, c'est le son, et tout ça participe à l'expérience utilisateur. Donc, quand on a un hôtel, on doit se poser la question de l'expérience utilisateur, par exemple. Aujourd'hui, on va surtout parler de parcours utilisateur dans le digital. Quelques mots sur moi et d'où je viens, et sur la notion de direction de création, la création dans le digital. Moi, je viens du graphisme, donc du print, la vidéo, j'ai fait Supinfocom, donc effets spéciaux, clips 3D. POLEO ensuite, où je fais beaucoup de flash, et puis après stratégie de direction de création. C'est-à-dire que des profils comme celui de Jean,
pour moi, ils sont très nouveaux, dans le sens où ma culture à moi, c'est le cinéma, c'est des belles images, il faut que ça claque, il faut que ce soit vraiment très sexy. Et cette culture UX, justement, elle est un peu différente. Alors que là, c'était vraiment, on y va, c'est génial, il faut faire des trucs qui tabassent. Et puis, il y a le premier designer de l'agence, en 2014, Guillaume, qui a commencé à poser des questions qui m'embarrassaient un peu quand même. Est-ce que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose? Oui, on a commencé à réfléchir. Est-ce que ce site qu'on est en train de faire, qui est une campagne dans corporate, ou autre chose, cet email, est-ce qu'il apporte des résultats? Est-ce qu'on suit les métriques pour voir si on ne pourrait pas changer le wording, le call to action, l'image, pour voir si c'est pas mieux demain, si on peut faire autrement? Donc cette culture de l'itération, qui n'était pas du tout la mienne avant, a fait que c'était on va dire, c'était l'ADN des gens qui commençaient ce métier-là, mais pour nous, les communicants d'avant, qui venaient de la pub, etc., c'était une autre culture. Donc il y a vraiment eu un glissement vers ça. Et après, oui, c'est est-ce que ma mère saura s'en servir? Si on détend le truc, aujourd'hui, quand je dois acheter un téléphone ou quelque chose à ma mère, je me pose vraiment la question, est-ce que ces interfaces, elle saura s'en servir? Donc il y a des vraies questions autour de ça qui sont passionnantes, mais qui challengent du coup la créativité. Donc mon ressenti, je voulais vous le partager par rapport à ça, parce que c'est un peu aussi le parcours de beaucoup de gens en agence, où en fait on est né de communicants, on a grandi là-dedans, pour arriver à ça, à UX designer, à se poser vraiment des questions très différentes sur la manière dont on va aborder les interfaces digitales. Donc c'est deux champs complètement différents qu'il faut pouvoir aborder. Mais ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire que il y en a qui arrivent, des petits jeunes, ils savent faire. Ils connaissent tous les outils, les Google Sprint, les méthodes. Et puis il y a les autres qui arrivent, et comment ça marche, on ne sait pas trop, on va essayer. Bon, je vais faire un truc, on va essayer, voilà. Allez, on y va, mais on y va. En tout cas, on y va, il faut essayer. Il y a la méthode rigoureuse, on prend le vrai Google Sprint, voilà. C'est timé, il y a des boards, c'est hyper précis. Après, on adapte. Nous, c'est ce qu'on fait. On a le choix, on a vu des méthodes. En tout cas, nous, on adapte. Je vous le remettrai, je vois qu'il y a une film, je vous le remettrai après si tu veux. Intéressant aussi, c'est les approches design thinking qui sont un peu liées à ça. Toute la culture UX, moi, je la vois comme aussi une boîte à outils qui nourrit des brainstorming purement créatifs. Moi, ça m'intéresse dans ce sens-là. Par exemple, ce côté, se montrer sur papier comment le bouillon créatif doit avoir lieu, et qu'après on l'affine, on ouvre et on ferme, c'est du design thinking qu'on applique exactement en atelier UX, c'est la même méthode. Donc c'était intéressant de partir de ce genre de constatation pour aller vers une culture du design. Alors pareil, les post-it, dites à un graphiste on va bosser d'abord avec des post-it, au début c'était pas possible, c'était mais non, je vais bencher, je vais m'inspirer de tel site. Alors maintenant, quand on apprend à déconstruire les choses et à les structurer, ça devient un cadrage créatif qui est super riche et qui est génial. Et ça aujourd'hui, cette méthode, les différentes méthodes de post-it, c'est au quotidien. Que ce soit pour créer des posts social media à l'agence, pour réfléchir à où on fera le prochain séminaire, ou comment moi je veux imaginer mon métier demain. Cette méthode elle est hyper riche, donc on fait plein de choses avec. Donc c'est encore une fois la boîte à outils du design qui est applicable à tous les niveaux dans une agence. Excusez-moi, c'était quoi la méthode là, justement? Pardon? Ça? C'est quoi la méthode? Alors là, je parle juste de post-it. Après, la méthode pour faire ça, alors là, on dirait un tri de cartes ou des recueils d'avis utilisateurs. Il y a plein de techniques. Par exemple, nous, ce qu'on fait, on parlait d'un mapping, un parcours utilisateur. On va imaginer de dire, voilà, pour Domios, je suis nana de 35 ans, j'arrive sur le site, et à la fin, je vais avoir acheté une panoplie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer aux clients qui sont là dans l'agence, en atelier, là où vous êtes, en atelier, d'écrire sur les post-it. Je comprends que je peux faire cette action, je comprends que je peux ajouter un item dans mon panier. En fait, on va penser en termes de parcours d'expérience plutôt qu'en parcours dans la page, en termes de parcours complet. C'est-à-dire qu'on ne va pas se baser sur je vais faire la page, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans, etc. On va vraiment faire un parcours d'usage plutôt que se centrer sur vraiment le contenu dans les pages, quoi. On pourrait imaginer par exemple, j'arrive sur le site et je fais un achat, qu'est-ce que moi je dois vivre entre temps? Et chacun va mettre ses post-it sur le tableau, et à la fin on va faire le chemin idéal. C'est une technique d'utilisation des post-it. Un autre point intéressant dans la culture X, c'est la démocratie. Avant, tout le monde n'avait pas le droit de dire ce qu'il voulait sur un projet, en tout cas à un certain niveau. Aujourd'hui, autour d'une table, tout le monde a voix au projet, que ce soit le technicien, le client, le stagiaire, le directeur de création, le graphiste. C'est ce qui a un peu changé les choses. Je pense que les agences ont déjà dû être convaincus au début que c'était important pour ensuite le transmettre aux clients. Que les clients ne sont pas toujours convaincus que c'est important d'avoir ce genre de table ronde et de coopération. Et on le voit encore, même encore aujourd'hui, on a beau évangéliser beaucoup, c'est encore possible.
Les outils, donc là c'est le guide du sprint. On a fait donc des sprints complets de 5 jours pour ceux qui connaissent la méthode. On l'a déjà fait. Alors c'est super intéressant, c'est hyper intense. Donc là, si vous êtes là pendant 5 jours, elle est chauffée à blanc par 7 personnes qui font tout. Donc de l'idée jusqu'à la fin un prototype testable avec des vrais gens. Donc c'est super intéressant. On ne l'applique pas à la lettre, en tout cas de notre côté. On se l'est approprié pour en faire ce dont on avait besoin en fait, dans le quotidien. Et on fait toujours évoluer nos méthodes. Entre ce qu'on faisait il y a peut-être 2 mois et ce qu'on fait aujourd'hui, on est encore en train de faire évoluer les méthodes. Et Jean vous en parlera après justement plus appliqué sur comment ça se passe dans un atelier. Alors un petit exemple, ouais, donc là c'est le même tableau que vous avez là. Là c'était Gifumi, c'est un projet d'agence. C'est quand on voudrait faire une petite vidéo marrante où tu as des gens qui s'envoient des gifs et c'est une bataille. En gros, celui qui fait le plus rire l'autre. C'est le projet. Comment moi je schématise les choses? À chaque fois à gauche, c'est le brief. Donc là, c'est très rapide, c'est pour l'interne. Ici, les idées. Donc chacun réfléchit dans son côté démocratique. Ensuite, on met les idées. Et ensuite, on vote. Donc très simplement, ce que vous voyez là, c'est pour un projet interne d'agence. Mais on fait exactement la même chose pour tous les clients. Dans l'idée en tout cas. C'est le brief, le mapping. Là, on peut effacer des choses, mais en tout cas, à la fin, on a le résultat. C'est une méthode pour un projet. En tout cas, ça va être très vite à mettre en place. Qu'est-ce que je partage avec vous? Ça, c'est un petit outil que je me suis fait moi, que je trouve assez intéressant. Quand on a un brief et qu'on parle d'expérience utilisateur, on se dit comment je vais traduire cette notion de aquatique. Voilà, on a Issey Miyake qui est un de nos clients, Issey Miyake Parfum. Dans leur char, dans leur ambiance, il y a le mot aquatique. Comment je vais décomposer mon expérience utilisateur? Je vais me dire, c'est d'un côté du wording, du design graphique, des contenus et des interactions. Si je dis aquatique, bah, en contenu, je peux avoir des images ou des petits simagraphes, de choses qui flottent un peu comme ça. Voilà, c'est aquatique. Si c'est une interaction, peut-être que j'ai des éléments qui flottent dans la page. Je suis comme ça. En fait, avec juste quelques mots-clés, qu'on peut aller choper, mais entre les lignes d'un brief parfois, on dit, bah tiens, les faire se sentir auteurs de leurs chaussures, en l'occurrence c'était pour Newfield, la création de chaussures Newfield sur mesure, comment on les fait se faire sentir auteurs de la chaussure qu'ils sont en train de faire. Et ça, on va le décomposer ensuite par grille. Et ça permettra du coup de trouver plein d'idées qui, dans un brief pour une compète, ça permet d'aller chercher des choses vraiment intéressantes, qu'on va trouver nous-mêmes, ou qu'on va aller bencher, qu'on va dire, bah tiens, moi pour une compète en ce moment pour aller... Non, je le dis pas. je ne peux pas dire, bref, pour Domios, typiquement, c'est ce qu'on peut faire. Jusque dans les détails, ça va être, je vais m'assurer que dans des alignements de choses, pour souligner l'alignement la perfection de l'alignement, quand je vais scroller dans ma page, interaction, je vais m'assurer que les choses se bloquent comme ça, comme des vérins ou des verrous, soient vraiment bien alignés. Ça traduira ce genre de choses. Donc voilà, sur pour décomposer une expérience utilisateur sur une interface, voilà ce qu'on a à disposition. Donc moi, ça me sert pour décomposer ça. Et bah, le gros challenge, c'est toujours ça, c'est qu'aujourd'hui, ce que moi j'ai senti venir de la culture UX des plus jeunes, c'est surtout ça en fait. C'est que la culture UX, c'est basé sur de la science, sur des chiffres, des choses vérifiées, vérifiables, mesurables, et c'est tout à fait correct, et ça enrichit vraiment les choses. Moi qui viens de là, du coup, on a pu rapidement l'instinct aller vers ça, mais l'équilibre il est entre les deux. Il faut savoir selon les projets, se dire, ok, est-ce que je dois aller chercher plus de rationalité, peut-être de performance, ou plus de recherche utilisateur, etc. Ou est-ce que je dois laisser complètement libre cours à mon instinct et me faire confiance sur mes idées? Donc la créativité et l'autre partie qui est plus rationnelle, c'est ça, moi, mon quotidien en tant qu'utilisateur de création à l'agence par rapport au digital. Alors je vais vous montrer 2 petites choses qu'on a faites. Donc là, ce que je vous montre, c'est des... Est-ce que j'ai la souris? Donc ce sont des motion design qu'on a fait pour des compétitions. Donc, vous allez voir Nigloland et Issey Miyake, ce sont des motions qui présentent une idée de l'expérience utilisateur qu'on voudrait proposer pour un client. Donc là, Nigloland, un parc d'attraction. Chouette. Là, on peut parler d'expérience utilisateur un peu lamentable. Donc typiquement, en présentation, on s'assure qu'il est en local sur le lundi parce que...
Donc là, c'est un look and feel de ce que sera le futur site. Le côté ludique, voilà, changer le curseur avec une main qui est censée de Mickey. Un air très ludique. Qui se compose. Après, le grand débat, c'est est-ce que tout est faisable techniquement dans le budget? La réponse n'est pas toujours oui. En tout cas, ça donne un look and feel. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc voilà, il y avait celui-là. Et le deuxième. L'écran peut-être. C'est un univers très particulier, celui des Semiake, très minimaliste, très aquatique. Donc en fait, c'est un rewind de la vidéo quand on se déplace à droite ou à gauche du curseur. Il y a un côté temps suspendu dans leur plateforme de marque. Donc, tout est volontairement très très vide, très très minimaliste et très flottant. Donc voilà ce qu'on montre en présentation pour un appel d'offres. Vous voyez des documents ultra secrets quand même, vous avez de la chance ce soir. Je ne partage pas la présentation. Donc voilà, ça donne un look and feel du projet. À chaque fois, cette proposition d'expérience utilisateur, c'est une étape. Parce que souvent, on présente ça, on a vu le client peut-être 2 heures au total, il faut imaginer des choses assez riches, assez complètes. Donc on sait que ce sera challengé. Des fois, on tape dans le mille tout de suite et c'est génial parce que le niveau ne change rien, c'est ce qu'on veut. Et d'autres fois, il faut repenser l'expérience par rapport à de nouvelles données qu'on aura en cours de boss, si on gagne. Excuse-moi, pour bien comprendre ça, c'est pour un site internet. Exactement. C'est valable aussi bien sur une tablette qu'un PC, qu'un téléphone portable. Les interactions ne seront pas les mêmes suivant les dispositifs, forcément, ce sera adapté. Hein. Là, on présente pour du desktop principalement, ouais. Mais forcément, sur mobile, on n'a pas toutes les interactions au Hoover, par exemple, qu'on peut avoir démontré ici. Et donc là, vous savez à quelle cible vous adressez pour proposer ce type d'interface? Oui, on sait. Et de toute façon, on sait l'adapter après pour mobile pour créer une expérience qui est quand même adaptée, mais pas avec les mêmes animations forcément. Là, ce qu'on montre, c'était à l'état de la compétition, donc on n'avait pas du tout tout le spectre du projet. C'était pour donner envie au client de travailler avec nous avec une vision qui lui plaisait ou pas. Et du coup, qui a marché vu qu'on a eu le projet. Mais c'est vrai qu'on a amené des fois à la refaire ensuite, pour l'affiner. Voilà. Hop. Hop. Voilà, et je voudrais terminer ma partie en tout cas par quelques choses que j'ai vécues en atelier. Donc dans la vraie vie du designer, en atelier, les gens qui me disent les ateliers de conception UX, ça ne sert à rien. Bon, en fait, si quand même. Je ne sais pas si certains ont déjà animé des ateliers, mais on a parfois des clients qui sont récalcitrants. On leur dit, on va vous garder 2 jours. Ah, 2 jours, c'est chaud quand même. Vous êtes sûr que vous avez besoin de 2 jours et de moi tout le temps, vraiment là tout le temps? Oui, j'assure, c'est bien. En fait, le temps qu'on gagne à la fin, ils disent, non mais vraiment merci, parce que vraiment merci. On n'aurait pas fait ça, on aurait perdu plein de temps, ça aurait été fou. Et c'était pour Nick Leland, justement, on a fait l'atelier après qu'on ait gagné l'appel d'offres. Le directeur du parc était là à la porte, il me disait, vous m'avez réconcilié avec le monde des agences. Ça m'a fait plaisir, parce qu'il s'est dit, d'habitude c'est du bullshit dans tous les sens. Et là, on a réussi en 2 jours à battre pas mal de taf, et c'était vraiment chouette. C'était gratifiant. Autre chose intéressante, dans la vraie vie d'un designer, on a des clients qui disent, à la fin de l'atelier, mais il a servi à rien, lui, en fait. Atelier vécu avec un nouveau fonds de e-commerce, c'était le DA senior de l'agence, et le client dit, mais en fait, il a servi à rien, lui. En fait, c'était parce qu'il avait l'impression que toutes les idées venaient de lui, du client. Il était persuadé que c'était lui qui avait eu toutes les bonnes idées. Et donc, la contribution que lui ne comprenait pas, qui était collective, il avait l'impression que voilà, il paye une agence pour que l'agence ait les idées à sa place. Donc ça, c'est un vrai débat qu'on a parfois en interne, mais on a des vraies réactions là-dessus qui sont amusantes. Sur les outils aussi, la salle de réunion, enfin la salle où on fait les ateliers, c'est super important. Ici, on a une super salle, donc on peut vraiment s'étaler, c'est chouette. J'ai fait une salle de réunion qui était à peu près comme ça, et vraiment, on a dû tapisser les murs de paperboard, parce que vraiment, c'était pas possible. Et donc, voilà, quand vous préparez un atelier, veillez bien à ce que vous ayez des moyens adaptés pour faire ça bien. Et aussi intéressant, c'est un atelier qu'on a fait ici il y a peut-être 1 an.
C'était pour une boîte qui fait des enseignes lumineuses. Ils avaient un stagiaire avec eux, donc les dirigeants et leur stagiaire qui avait 18 ans. Et la stagiaire pondait des idées, mais géniales, à chaque fois qu'ils faisaient un croquis. Donc c'est toujours se dire aussi, l'apprentissage, c'est ne jamais, toujours être humble par rapport à tout ce qu'on verra dans toutes les situations. On verra que la bonne idée n'aura pas forcément ni de soi, directeur de création, ni du client, ni du DA, mais peut-être le stagiaire qui aura l'idée qui tue sur l'outil génial à la fin. Voilà pour ma partie. Donc moi, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est-à-dire qu'Olivier est resté très créatif, très autour du concept, etc. Moi, je vais parler un petit peu des expériences qu'on a eues dans l'agence. Je fais une petite parenthèse juste avant. Vas-y. J'ai vachement dépassé, je crois. Ah, c'est pas grave. Il est déjà 19h25. C'est pas grave. Du coup... Il est 21, ça va. Non, on est large, ça va. Ça va alors. Généralement en UX, on nous demande de trouver des solutions. Alors avant de trouver des solutions, il faut généralement poser des problèmes. Donc aujourd'hui en agence, on a un principal problème, c'est qu'on a des budgets qui sont assez serrés. Et comment faire en fait pour faire entrer un site web dans ce budget et du coup dans ce temps imparti. Donc c'est comment accélérer les processus de conception et de production. Donc moi je vais vous parler des ateliers UX chez Nice to Meet You, donc comment on les a fait évoluer, comment ils étaient avant, comment on va peut-être encore les faire évoluer. Et ensuite on parlera des échanges et processus de production, donc en fait ce qui va se dérouler après l'atelier. Donc généralement les ateliers UX chez Nice to Meet You, au départ c'était fait par un seul UX designer. Aujourd'hui c'est Olivier et moi qui le faisons, et peut-être demain ce sera autrement. Du coup, ça s'appelle aussi Design Sprint parce que c'est dérivé de la méthode un petit peu proposée par Google qu'ils ont partagée et créée. Donc sur Internet, ils l'ont partagé. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en atelier? Alors ça, c'est pour vous donner un petit peu un spectre de ce qu'on fait généralement. Donc, comme l'a dit Olivier, on adapte toujours notre atelier. Là, c'est un sprint sur une journée. Mais il se peut qu'on fasse tout ça sur 2 jours. Voilà. Parce que c'était un peu compliqué de détailler sur plusieurs jours, donc j'ai fait ça j'ai pris l'exemple d'une journée. Donc généralement le matin, on va essayer de comprendre le projet. Donc le but c'est de comprendre l'identité de marque, comprendre les objectifs du projet, les objectifs du client, poser des personas, trouver des critères de réussite. Et après ensuite c'est de créer un parcours utilisateur. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un parcours qui est pensé en termes d'usage, pas en termes d'interface. On ne pense pas directement sur la homepage, on va mettre tel contenu, etc. On va vraiment proposer un parcours des actions que va faire l'utilisateur sur le service. Et on va le prioriser ce parcours afin d'obtenir un parcours sur lequel on peut travailler pendant l'après-midi. Et l'après-midi, du coup, on va resserrer le périmètre, on va sketcher. Donc, c'est quelque chose qui est parfois pas facile à aborder pour le client, mais on l'amène et ça se passe plutôt bien. Sketcher, c'est faire des croquis. Hein. Faire des croquis, oui, pardon, pour ceux qui sont pas... Dessiner, je pense. Dessiner. Et du coup, c'est à la fin de la journée d'essayer d'avoir des livrables, en fait. Un storyboard de l'interface comme on l'a imaginé dans les croquis. Donc ça passe par une phase de vote aussi, donc parfois un peu compliqué, mais ça se passe généralement bien. Et à la fin de la journée, on est tous contents. Et alors au début des ateliers, les clients sont un peu dubitatifs quand ils voient le parcours à faire pendant la journée, mais généralement, comme j'ai dit, à la fin de la journée, ils sont ils sont très contents. Ils nous le disent assez souvent, Olivier l'a dit tout à l'heure. Il y en a beaucoup avec qui on a eu de très très bons retours après. On leur donne un feedback et... On leur demande, en fait, à chaque fois, on leur donne un questionnaire pour nous avoir un feedback de ce qu'on fait, pour la faire évoluer à chaque fois. Et en gros, sur 5, on a une moyenne à 4,7 en moyenne. Donc c'est intéressant. On est assez en phase avec les attentes, donc c'est chouette. Alors, par contre, ce qui se passait, c'est que pour l'instant, en UX design, il y a moi et il y a Olivier, un directeur de création sur l'atelier, mais on se demandait est-ce que l'après-midi, les croquis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire avec le client? Parce que, en fait, le client, le problème, c'est qu'il a une idéation qui est assez faible parce qu'il n'a pas forcément la culture digitale comme nous, on peut l'avoir en agence. C'est très chronophage parce que du coup, on met beaucoup de temps à l'amener à comprendre les bonnes solutions, à l'amener vers le bon chemin, en fait. Et il y a un réel manque d'expertise, alors ça aussi de notre côté, parce qu'on l'a pas à côté de nous, nos devs, nos intégrateurs, etc., qui peuvent valider les contenus qu'on peut peut-être imaginer pendant la journée. Donc c'est quelque chose aussi qui est assez délicat pour nous après s'il faut rechanger. A contrario, on a
implication très forte du client, c'est-à-dire que pour lui, c'est très gratifiant. À la fin de la journée, il est très content parce qu'il a aidé à construire son propre projet. Et généralement, ça crée en fait une relation avec le client qui fait qu'après, il est très présent avec nous. Il est beaucoup plus réactif au retour, donc c'est très bien. Et alors, le plus important pour nous, c'est qu'il permet de valider en fait à la fin des templates, c'est-à-dire au moins une base sur laquelle on peut travailler. C'est-à-dire que c'est autant de temps gagné qu'on n'aura pas à faire après en retour. C'est-à-dire par exemple la phase de wireframe, donc la phase de zoning, si ça parle à tout le monde, après est validée très rapidement. Donc pour nous, c'est un gain de temps énorme. A contrario, faire le sketching avec l'équipe, si on le faisait, si on enlevait le client, ce serait très cher. Parce que ajouter un dev, un intégrateur et un DA sur 4 heures l'après-midi, forcément ça revient à très cher. C'est chronophage parce que ces gens-là, forcément ils sont pas en production derrière dans ces cas-là. Il n'y a pas de validation client, évidemment. Il y a une implication de l'équipe par contre qui est très forte. C'est-à-dire que le dev, l'intégrateur et par exemple, je pense surtout aux développeurs, ils obtiennent pas en fait un bébé dans les bras au bout d'un moment dans le projet qu'ils n'ont pas aidé à créer. Donc forcément, des fois, c'est déceptif pour eux. Il y a une expertise qui est très forte. C'est-à-dire que directement dans l'atelier, on va pouvoir valider certains contenus qu'on va imaginer. On va pouvoir voir les idées de tout le monde. On va être beaucoup plus productif. Et la créativité en soi, forcément, si on a plusieurs cerveaux qui sont à la base digitale pour réfléchir, on va avoir une compétence de création qui sera beaucoup plus forte. Alors, on s'est beaucoup demandé qu'est-ce qu'on fait alors, parce que dans les deux cas, on a des avantages et on a des inconvénients. Est-ce qu'on fait tout avec le client ou est-ce qu'on fait une partie avec le client? Est-ce qu'on fait nous tout en interne? Donc, voilà, c'est la réflexion. C'est la réflexion qu'on a et au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu mélangé les deux. C'est-à-dire qu'on a gardé le client et on a ajouté des membres de l'agence l'après-midi. Donc, on l'a testé sur 2 projets. On l'a testé sur le projet Issey Miyake. Donc, c'était la refonte de site que vous avez vu tout à l'heure pour les Issey Miyake Parfums. Et pour Crédit Agricole sur un projet pour la refonte de leur site corporate qui est en cours. Du coup, on l'a ajouté l'après-midi un chef de projet, un directeur artistique et un développeur. Donc, Issey Miyake, c'était une très grande réussite. Le directeur artistique, il a pu amener sa vision créative, discuter avec le client, notamment sur la compétition qui avait été faite avant. Donc, c'était super pour lui parce qu'il pouvait amener ses propres idées aussi. La chef de projet qui était présente, elle a pu prendre des notes toute la séance, mais faire un document très détaillé pour la suite du projet, ce qui était très bien aussi. En plus de ça, elle avait la vision du projet au global pour le partager aux autres après. Et notre développeur, lui, il pouvait réfréner, on va dire, un petit peu notre designer. Et pour lui, c'était poser le projet techniquement, être sûr qu'il avait tout ce qu'il lui fallait en temps, etc. pour le faire. C'est souvent le problème qu'on a quand on n'a pas le développeur chez nous pendant les ateliers, c'est que des fois on dépasse sur les temps à la suite. Et par contre, pour le projet Crédit Agricole, c'était plus compliqué. Donc par exemple, c'était Benoît, notre développeur, pendant l'atelier. Donc, comme ce pauvre Bart, il s'ennuyait un petit peu. Le problème, c'est que on n'avait pas anticipé au départ qu'il y avait une grosse importance sur l'arborescence du site. Et on y a passé une bonne partie de l'après-midi. Ce qui a fait que le développeur, en soi, il n'a pas participé beaucoup. Il n'y avait aucun problème technique derrière le site non plus. Du coup, il a été là un peu pour rien. Il était un peu déçu, du coup, à la fin de l'atelier, forcément. Après, c'est un apprentissage qu'on a à chaque atelier, en fait. On ajuste avec tous les apprentissages et on renouvelle à chaque fois. On fait évoluer la méthode, on la fera évoluer encore demain. Donc, les retours qu'on a pour l'instant, c'est les problèmes qu'on a identifiés. Ça nous permet de répondre aujourd'hui et dire qu'il faut anticiper les enjeux avant les projets. Anticiper ce qui va être clé pendant le projet. Alors, c'est pas toujours évident, mais on essaie de le faire. Adapter les interventions de chaque expert métier aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de faire intervenir toute une après-midi un développeur, faire plutôt comme on fait avec notre expert SEO, c'est-à-dire le faire intervenir simplement sur 1 heure ou aller le chercher si besoin, si on a un problème technique et qu'on veut le faire valider avec lui, plutôt que de le faire intervenir pendant toute l'après-midi et peut-être perdre son temps à lui. Finalement, on va parler des échanges et processus de production. Donc, c'est ce qui se passe après l'atelier. Donc, c'est généralement tout le processus en cascade chez nous pour l'instant. Donc, en wireframe, design, intégration, développement. Donc, ça se passe par phase. Donc, le problème qu'on a principalement avec
ce principe-là en ce moment, c'est qu'on a potentiellement une perte d'information entre chaque phase, parce qu'il n'y a pas de communication entre le designer et le développeur, par exemple. Et on se retrouve en fait à des phases de projet où on est en développement et le développeur se rend compte qu'il y a quelque chose qui a été fait en design, qui a été imaginé par le designer, où il faut qu'il revienne dessus parce que ça lui prend 2 jours en R&D à faire. Donc ça nous fait perdre énormément de temps. C'est dommage parce qu'on aurait pu l'anticiper avant si on l'avait communiqué. Donc on se retrouve avec une bataille entre designer et développeur qui ressemble à ça au final. Et plus ajouter les retours clients qui potentiellement prennent du temps, sont aussi parfois longs à intervenir. Et du coup, la solution, ce serait évidemment d'amener tout le monde en amont du projet à avoir la même vision globale. Donc c'est pour ça qu'en atelier, on veut essayer d'intégrer le plus de personnes possible. C'est aussi faire des points plus réguliers pendant les phases afin de pouvoir en fait créer une rétroaction à chaque phase. C'est-à-dire que s'il y a un problème en design, quelque chose qui a été imaginé par le designer, que le développeur le voit à cette étape-là, le designer va pouvoir revenir tout de suite dessus. Ça va éviter au designer de revenir en fin de projet alors qu'il est déjà sur un autre projet à ce moment-là. Pour faire le point avec l'expérience utilisateur, souvent on est très vigilant ici et plus on avance et on peut perdre un peu de vue la vision en tout cas d'origine. En se voyant plus souvent, le but c'est d'accomplir ça. C'est d'accomplir ça. Donc c'est quelque chose quand par exemple on l'a mis en place avec Issey Miyake, c'est pas toujours facile à mettre en place parce que les clients sont pas toujours disponibles. Avec Issey Miyake ça a marché, on l'a mis en place un point hebdomadaire, on les avait au téléphone, ça marchait très bien. Avec l'équipe et en fait on voyait avec eux les écrans, on repassait sur tout le site, on voyait s'il y a des problèmes, des améliorations à faire et ça a très très bien fonctionné. Même des semaines où on se pensait qu'il allait pas avoir grand chose à faire, qu'il allait pas avoir de retour, ben on se rendait compte qu'en fait il y avait des choses à modifier, que ça nous a gagné énormément de temps et je pense que sur ce projet on était très productif, on a pu faire énormément d'écrans et là je pense qu'on est plutôt bien au niveau des temps. Donc au final c'est comment accélérer les processus de création, ben, c'est mobiliser le plus de monde possible en amont des projets. Faire en sorte que tout le monde ait une vision globale tout de suite pour poser les bases et multiplier les échanges durant tout le processus afin d'éviter les problèmes, d'éviter de surtout faire durer en longueur les problèmes et pouvoir les modifier à temps. Et voilà, donc le but c'est à la fin, c'est que l'UX et la créa ne s'opposent pas mais tournent d'un même mouvement. Je ne lancerai pas avec Jean tout de suite, mais le cœur est. Donc voilà, ce qu'on voulait montrer c'était ça, surtout que la culture X surtout qui arrive dans les agences, on l'a vécu tôt, donc ça va, on est plutôt au point là-dessus. On n'a pas parlé de tout ce qui est test utilisateur, de toute façon on n'a pas tout fait ce soir, mais on voulait au moins vous donner un gros feedback de ce que c'est notre vision, en tout cas des apprentissages de l'UX en agence. En tout cas chez Nice to Meet You. Voilà. Merci beaucoup.